En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué à ce livre. On les remercie au début du livre, donc je ne vais pas répéter, mais ils ont été nombreux, ils ont été volontaires, et ça a été aussi un travail et une œuvre collective. Merci à Elie Béchi qui a accepté cette très belle préface, grande écrivaine tunisienne, qui l'a accepté d'autant plus qu'elle ne partageait pas forcément toutes les conceptions politiques et idéologiques du personnage, mais en même temps, je crois qu'elle l'a fait aussi parce qu'elle avait, d'une certaine manière, un respect pour ce personnage historique et actuel qui est Mustapha Ben Jaafar. Merci beaucoup aussi à l'éditeur. Je tiens à dire que, je ne sais pas si vous avez découvert ce livre, mais l'éditeur, M. Boujmil, a fait un travail admirable en termes, je dirais, techniques, de mise en page, de mise en photo, de dialogue permanent avec nous. Et c'est vrai, moi je crois que c'est à peu près mon 8e, 9e livre, ou pas seul. Hein. Et j'avoue que c'est probablement une plus grosse satisfaction en termes de produit, au sens. Donc merci beaucoup à l'éditeur, et je tiens aussi à remercier bien sûr toutes les personnes qui sont venues ici pour nous écouter. Alors pourquoi ce livre? Je vais être clair, je vais être franc, je vais être sincère. C'est pas mon premier livre sur un personnage politique tunisien, donc je n'avais pas cette obsession de dire je vais faire un livre sur Mustapha Ben Jaafar. Notre première obsession, le premier livre que nous avons fait paraître sur un personnage de l'histoire tunisienne, c'est sur Habib Bourguiba. Nous l'avons fait paraître en 2000-2001. J'étais avec mon collègue Michel Cabot. Nous venions d'assister, ou de ne pas assister plutôt, aux funérailles de Habib Bourguiba. Et vu le traitement qui avait été réservé par le régime du RCD à ces funérailles, cette censure, cette police, nous avions décidé, dès pratiquement 3 ou 4 jours plus tard, de faire un véritable colloque scientifique sur Habib Bourguiba, qui a réuni plus d'une vingtaine de chercheurs américains, allemands, français, italiens, et bien sûr tunisiens, qui pour certains même se sont fait interdire de venir au colloque, et aussi parmi les témoins, il y avait des gens comme Béjik Etsepsi, il y avait des gens comme Mohamed Saya, il y avait des gens comme Tarek Kocha. Donc nous avions déjà, avec mon collègue Michel Cabot, eu cette pratique un peu de ce qu'on appelle les faiseurs d'histoire, d'aller enquêter ceux qui ont fait l'histoire tunisienne et ceux qui font l'histoire tunisienne. Et de ce point de vue-là, donc cette initiative a débouché sur cet ouvrage collectif intitulé Habib Bourguiba, la trace de l'héritage. Puis aussi cette importance de resituer l'histoire politique, l'histoire sociale tunisienne à travers ceux qui l'ont fait, parfois modestement, parfois de manière plus centrale, m'a conduit, comme vous le savez, à faire un ouvrage 2 ans avant la révolution tunisienne avec Monsef Marzouki, qui s'appelait Dictateur en sursis. Donc c'était sur l'histoire un peu sociopolitique de la Tunisie et du monde arabe, et la conviction que la dictature finirait par tomber, ce qui est arrivé en partie. Donc, j'ai envie de dire que cette pratique de faire l'histoire d'un pays, l'histoire d'une société, l'histoire, comme tu l'as dit, d'une mémoire, c'est pas uniquement, je dirais, le personnage de Mustapha, c'est quelque chose que nous avions inscrit déjà dans notre pratique de recherche, dans notre pratique scientifique, et que Mustapha, de ce point de vue-là, est arrivé aussi, à mon sens, parce que j'avais été surpris par ce personnage que j'ai rencontré. Alors, je dois dire, la rencontre a été bizarre. Nous avions rendez-vous dans un café d'El-Manar, et à côté de moi, il y avait un certain Mustapha Ben Jaafar. J'avais entendu parler du nom, j'avais bien sûr lu ce qu'il avait pu faire, et je me rappelle très très bien de cette scène parce que nous étions très proches, si je puis dire, physiquement parlant, parce que nous étions entourés à peu près de 8 à 9 policiers. Donc, ce qui fait qu'on était d'autant plus proches, à tel point que je me souviens que quand on prenait un café, il y avait Mustapha là et moi, parfois nous avait fait de prendre le café du policier, tellement les policiers étaient proches de nous, on ne savait plus quelle était la tasse du policier de la table. Et donc c'était une réalité tunisienne il n'y a pas si longtemps, donc j'espère qu'elle ne se reproduira plus, mais c'était de mélanger entre le café, le thé, ça pouvait être un thé, je vous rassure,
Et on arrivait à mélanger nos propres cafés avec ceux de la police parce qu'ils étaient assis à côté de nous et on ne pouvait rien faire. Et c'est à cette occasion-là que j'ai découvert Mustapha Ben Jaafar, que j'ai ensuite revu à différents moments avant moi-même de pouvoir rentrer sur le territoire tunisien, en Tunisie, mais aussi en exil, puisque Mustapha Ben Jaafar a participé à de nombreuses réunions de l'opposition, faudrait-il dire la résistance tunisienne en France ou à l'étranger, et c'est à cette occasion-là que nous avons eu l'occasion de nous revoir, de sympathiser, de nous connaître, et j'étais surpris, parce que voilà un personnage qui réunit des qualités au sens objectif, pas des qualités au sens, je dirais, subjectif. C'est quelqu'un qui finalement, quand on regarde sa trajectoire historique, son itinéraire politique, syndical, militant, c'est quelqu'un qui a traversé le siècle politique. Il est jeune encore. Il est jeune. Il fait même plutôt parmi les jeunes candidats. Et de ce point de vue-là, c'est un jeune candidat qui a traversé, quand on regarde cette trajectoire, c'est assez extraordinaire, parce que finalement, cette trajectoire, elle commence dans les premiers mois de la lutte pour l'indépendance, pas très loin d'ici, à Babsruka, dans une famille d'historiennes, néo-historiennes. Elle commence aussi au collège Fabriqué, où, très jeune, il fait partie de la jeunesse nationaliste qui lutte pour l'indépendance. Il sera même exclu du lycée pour acte de rébellion contre les colons, les autorités françaises. Elle se poursuit ensuite avec toute l'aventure de l'indépendance, la croyance finalement que ce néo-destour est le parti de l'indépendance, et le parti de développement, et le parti de la conquête de la dignité, de la souveraineté, et également elle se poursuit aussi avec son engagement dans le syndicalisme étudiant, et puis finalement elle est les premières désillusions. Comme le dit si bien Mustapha, je suis toujours resté bourguigien, je suis toujours resté destorien, mais d'abord démocrate. Et première désillusion qui conduisent Mustapha au sein de l'UGTT, puisqu'il a quelque chose de méconnu, fut aussi un des responsables de l'UGTT, mais aussi au sein du Destour, à vouloir démocratiser ce parti, jusqu'à ce que ce fût totalement impossible, et à créer, être un des créateurs, il y en a d'autres dans la salle, de ce qui va être l'un des premiers partis démocratiques de la Tunisie indépendante, qui sera le mouvement des démocrates socialistes. J'en passe, mais pour dire que, vous voyez, à travers le personnage de Mustapha Ben Jaafar, nous avons une sorte de contraction de tout ce qui a été cette dynamique de l'indépendance, cette croyance au progrès, cette croyance en l'état nouveau, comme on l'appelait à l'époque, mais aussi profondément tout ce qui a été ses premières déceptions, ses premières désillusions, ses premiers doutes, qu'il évoque très bien dans sa vie. J'étais bourguigien, j'étais destourien, mais je ne comprenais pas qu'on puisse envoyer un de nous à une condamnation presque à mort. Pas tout à fait, mais presque. Et on voit bien là, dans ce livre, ce témoignage, oui, Ben Salah, on voit bien donc comment finalement l'homme qui a cru a continué à croire, mais croire de manière critique. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que le parcours de Mustapha, c'est la petite histoire d'un acteur militant, d'un acteur politique, d'un homme, d'un professeur de médecine, d'un syndicaliste, d'un droit de l'homisme et d'un bon sens du terme, qui nous permet de comprendre quelque part aussi la grande histoire de la Tunisie. Et si j'ai fait ce livre, c'est aussi pour cela. Parce que finalement, quel est aujourd'hui le personnage en Tunisie politique, homme ou femme, qui contracte cette histoire d'une certaine idée démocratique de la Tunisie? Qui? Il y en a eu qui ont été écrits, bien sûr, il y en a un qui est très connu aujourd'hui en Tunisie, mais il s'est arrêté en route. Il n'a pas quitté le parti lui, il l'a continué. Il n'a pas contribué à créer le premier parti démocratique. Il s'est arrêté en route. Il a continué à occuper des responsabilités. Or, ce qui marque Mustapha Ben Jaafar, mais il l'a dit, c'est la cohérence. Mais tu aurais dû rajouter, c'est la cohérence démocratique.
C'est vrai qu'il n'a pas été d'extrême gauche, c'est vrai qu'il n'a pas été perspectiviste, c'est vrai qu'il n'a pas été marxiste, c'est vrai qu'il n'a pas cru en la lutte des classes, mais il a cru toujours en une chose, à cette valeur centrale qu'était la démocratie. Oui, nous sommes des Tunisiens, oui, nous sommes des Arabes, mais nous sommes aussi des démocrates. Et il faut dire qu'à l'époque, ce n'était pas courant, parce qu'on pensait que, pourquoi pas, pour un pays comme la Tunisie, un parti unique, avec un pouvoir personnel omniprésent, avec des cellules sur tout le territoire. Non, il a été un des premiers avec, bien sûr, celui qui l'a beaucoup inspiré, dont il faut rendre hommage, c'est Ahmed Mestiri. Et de ce point de vue-là, avec Ahmed Mestiri, il a été un de ceux qui ont toujours voulu faire passer l'idéal démocratique avant toute chose. Oui, Bourguiba, oui, le PSD, mais jusqu'à quel point? Et de ce point de vue-là, j'ai trouvé intéressant, motivant, en tant que chercheur, en tant qu'universitaire, mais aussi bien sûr en tant qu'amoureux de l'histoire de ce pays, de faire un peu avec Mustapha Ben Jaffar une reconstruction de cette petite histoire, je le répète, qui nous permet de comprendre cette grande histoire, et j'avoue ne pas avoir été déçu. Alors c'est vrai que ça a été parfois dur. Pourquoi? Parce que Mustapha Ben Jaffar est un homme timide. Je l'ai découvert, je ne savais pas forcément. C'est un homme discret, qui n'aime pas se raconter. Vous savez, il y a des... Quand on est sociologue, quand on est politologue, quand on est historien, on tombe souvent, quand on interroge des personnalités connues, chez les gens, on met le magnétophone, puis on peut aller se faire un petit café, aller manger des croissants, de toute façon, la personne va parler. Avec Mustapha Ben Jaffar, c'était exactement le contraire. Je mangeais des croissants, mais je buvais le café, mais je devais en plus le faire parler, ce qui n'était pas une chose facile. C'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de pudeur, de modestie et une difficulté parfois à parler de lui-même. Il a été un des hommes clés avec ses compagnons qui sont ici dans la salle, dans la création d'un des premiers partis démocratiques de la Tunisie indépendante, le mouvement des démocrates socialistes. Il a été aussi à l'origine d'un premier initiative syndicale dans le domaine médical, donc au sein du GTT, des professeurs de médecine dont on peut penser qu'ils sont intéressés partout sauf pour le syndicalisme. Et bien finalement non, qu'est-ce qu'il s'est dit? Oui, moi je suis professeur de médecine, mais j'ai aussi des fonctions communes à tous les salariés, et c'est pour ça qu'il a décidé non pas de créer un club de médecins d'élite, mais plutôt un syndicat de professeurs de médecine, de médecins, bien ancré au syndicat des salariés, c'est-à-dire où on trouvait le conducteur de bus jusqu'au professeur de médecine, en passant par l'ingénieur. Il a été aussi parmi ceux qui ont été à l'origine de la Ligue des droits de l'homme, et donc de ce point de vue-là, on s'aperçoit bien qu'il a joué un rôle, mais un